Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on parle de deux choses qui vous intéressent fortement, nutrition et ultra-distance, et on combine les deux alors qu'on s'entretient avec David et Jesse, les fondateurs de la RAC, la Race Across Québec, notre course d'ultra-distance au Québec. Il y a de plus en plus de monde qui font la RAC, c'est sa 3e édition, et afin de répondre à la demande, on a décidé d'aller chercher de l'information qui est peut-être un petit peu moins scientifique puis un petit peu plus expérientielle. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux font énormément d'ultracyclisme. Ils vont nous partager un peu plus leur point de vue sur la nutrition cycliste lors de périodes d'ultra-distance versus qu'est-ce que la science vous dit, le fameux 60 à 90 grammes de carbs qu'on doit prendre à l'heure. Avant d'aller plus loin, un petit mot parce que ce podcast est présenté par Chrono Nutrition. Chrono Nutrition, ce sont des bars, des chews, ces genres de petits bonbons, des gels et des boissons sportives qui vont vous aider à aller plus loin. Chrono, c'est vrai, bon et bio. Ce sont des produits faits au Québec, vegan, sans noix ni arachides, sans produits laitiers et sans soya. Bref, moi c'est ce qu'on retrouve dans mes bidons et dans mes poches cet été. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que seulement une personne sur 3 qui écoute ce podcast est abonnée au podcast. Alors si vous aimez ce type de contenu-là, je vous invite à vous abonner et aussi à laisser une note, idéalement 5 étoiles, afin que je puisse ressortir dans l'algorithme des podcasts de vélo et que plus de passionnés comme vous puissent découvrir la chaîne. Sur ce, sans plus tarder, allons parler à notre invité. Yes. Ouais, David, t'étais prêt, hein? Moi, j'étais prêt en tabarnouche, man. T'es un gars de, comment je dirais, hein? Sponsor compliant. Ouais. 100%. Il a sa petite valise avec les goodies distribués. Non, ça, Comment c'est ça va, les ma boys? bande. Ça va bien, toi? Ça va? Ça va, ça va. Hey, gros talk aujourd'hui. Je pense que Yes. Oh. ça va être un podcast qui risque d'être très populaire. J'essaie juste de retrouver mon ordre du jour avec toutes mes questions. Ah, voilà. T'es dans l'invitation, je pense. Ouais. Lui aussi, il a préparé des questions. Toi aussi, t'as préparé des questions? Non. Non, c'est parce qu'on a fait un podcast. Ça aurait été bon. Le gars, il va sur le podcast d'un autre pour amener ses propres thèmes. Fait qu'on trouvait ça Ouais. drôle parce que nous, on est plus en mode discussion, sujet libre. Ça fait un petit clash drôle. Ouais, c'est clair, c'est clair. Quand tu arrives au même party, mais pas avec, je dirais, la même vibe, là, des fois, ça... Hey, peut-être qu'on peut commencer ça aujourd'hui en parlant de la RAC. Dans le fond, c'est une course qui est relativement nouvelle, 3e édition cette année. Dans le fond, ça pourrait être intéressant de peut-être de parler pourquoi vous avez parti ça, puis qu'est-ce que c'est par la suite, ou qu'est-ce que c'est, puis comment vous avez parti ça. Comme je vous laisse faire votre pitch comme vous le faites d'habitude. Dans le fond, comment on a parti la Race Across Québec? Tout d'abord, on s'est inscrit à notre première course d'ultra. Donc, pendant le Covid, on s'intéressait à l'ultra-distance. On avait fait un Montréal Québec avec le vent de face, etc. Donc, on a eu notre première expérience, on va dire, d'ultra. Et on était vraiment intéressés par ça. Puis, en fait, on suivait la Race Across France une fois sur les réseaux sociaux où on suivait des coureurs qu'on connaissait via Instagram. Puis on s'était écrit à la fin de la Race Across France, on dit yo, faut qu'on fasse la Race Across, ça a l'air malade et tout. Donc tant qu'à faire notre première course ultra, puis en faire une et se déplacer en Europe, on a décidé de s'inscrire l'année suivante pour la Race Across France 2500 km, l'année où il y avait le plus de dénivelé, il y avait plus de 40 000 mètres de dénivelé, c'était vraiment très très difficile. Puis nous on s'est lancé là-dedans à l'inconnu. On a eu nos expériences différentes l'un et l'autre, mais tout ça pour dire que quand on est revenu ici, on a vraiment adoré notre expérience là-bas. Puis on s'est dit, faudrait qu'on organise une course d'ultra distance. Peu importe comment on le faisait, on avait trouvé le lieu, on a fait le parcours, etc. On avait déjà un parcours en tête. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a aussi contacté Race Across Series parce qu'on semblait que ils avaient quand même une bonne expérience, ils organisaient déjà plusieurs courses, donc ça allait nous aider à accélérer l'organisation, puis justement capitaliser sur l'expérience pour offrir à peu près la même chose ici. Donc Arnaud Manzanini, qui est le créateur de la Race Across Series, a accepté en fait de nous supporter, ce qui a fait qu'en 2024, on a fait notre première édition. C'était avec un 300 et 500 km. On est parti de Terrebonne, rentré à Terrebonne.
Deuxième édition l'année dernière avec un 300, 500 et 1000 kilomètres. Et là, on embarque sur la troisième édition avec la totale. Donc, 200 de nuit, le 300, le 500, le 1000 et le 2500, qui est juste proposé à date pour la Race Across France et la Race Across Québec, parce qu'il y a plusieurs courses dans la série. Donc, il y en a une au Portugal, en Espagne, en Suisse, à Paris, en France, Benelux, donc Hollande, Belgique. Je pense que j'ai tout dit. Oui, c'est bien, On les a Jesse. toutes. Félicitations. Fait que c'est ça. Merci. J'étais bon à mon oral. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as tout passé les messages clés, c'est parfait. Fait que là, dans le fond, fait que vous avez fait la Race Across France, 2500 km, vous êtes Ouais. revenu, genre, vous avez trippé ben raide, vous êtes revenu, vous avez décidé de partir ça, vous avez obtenu la franchise, puis là, dans le fond, vous avez établi des routes qui traversent beaucoup. Ben, dans le fond, pour le 300 puis le 500, c'est majoritairement Laurentide et Lanaudière, right? Ouais, c'est ça. Puis 200, 300, 500, on reste dans ces coins-là. Pour le 1000, on est un peu plus explorateur. Puis là, le 2500, on va vraiment à l'aventure. Puis tu sais, l'idée, c'est vraiment de dire, pour le 200, 300, c'est quoi le public cible? OK, c'est des gens néophytes, c'est leur première expérience, c'est des gens qui ont moins d'habitude. Fait qu'aller mettre des villes, des dépanneurs, des restaurants ouverts 24/7, des toilettes, des trucs comme ça sur le chemin. Donc, ils sont capables de se projeter dans l'effort, puis se projeter aussi en sécurisant par ces petits îlots-là qui leur permettent d'avoir quelque chose de stable. Et plus on va en amplitude de distance, plus on y va funky, tu vois. C'est là où on va aller mettre des longs stretches sans rien. On va aller jouer beaucoup la nuit. Donc, comment on joue la gestion de l'alimentaire, de l'eau. Puis on va aller jouer beaucoup d'exploration dans des zones vraiment moins densifiées, ce qui t'amène à avoir une expérience beaucoup plus intense. Mais pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait ça, ça va être très, très, très difficile de se projeter. Donc, on joue vraiment dans ces sphères-là, justement, dans le qui est le public cible de cette distance-là, qu'est-ce qu'on considère comme expérience moyenne pour un participant, puis comment je peux aller mettre ça sur un parcours pour rendre la course intéressante. C'est là où Jesse et moi, on est très. Nous, on ferait des trucs funky. Là. Nous, on mettrait des traversiers, genre une chasse au trésor, puis faut que tu joues une flûte, une chanson à la flûte en arrivant. Ça, c'est le genre de truc qu'on très préfère. Mais après ça, il faut toujours garder en tête, est-ce que la clientèle cible, c'est ça aussi? Est-ce que les gens, c'est ce qu'ils veulent vraiment? On a beaucoup de feedback des clients des fois, puis ça nous restreint ou on doit un peu adapter le message parce que justement, on veut quand même que la course soit populaire et que les gens y participent avec du plaisir. Mais bref, tout ça pour dire, on module vraiment en considération qui est le public cible, puis on essaie de faire voir des beaux coins du Québec aussi. Je pense que c'est une fierté pour Jess et moi que 100% des parcours sont au Québec. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une aventure où les gens du Québec peuvent faire une course ultra à différents niveaux sans prendre l'avion. Mais également, on redonne à la communauté cycliste au Québec puis à l'industrie du tourisme en essayant de faire venir de plus en plus d'Européens ou d'Américains ou des Canadiens hors Québec à venir chez nous faire une course ultra. Donc, il y a aussi cette fierté-là de dire venez voir ce qu'on a. Oui, il y a des nids de poules, mais il y a d'autres affaires qui sont cool aussi. Là. Ben, il n'y a pas, ouais, y a pas tant de nids de poules que ça, pour être bien honnête, sur votre tracé. Non, on fait attention. On teste tout, hein. On teste 100% des parcours. Donc, Ouais. c'est comme là, moi, je m'en vais en France faire une course en juin. Quand je reviens, je passe 2 semaines à collecter le feedback des testeurs de parcours pour aller modifier telle route, elle est trop accidentée ou l'accotement n'est pas sécuritaire. Ben parfait, moi, je vais aller corriger ce qu'ils me recommandent de prendre à la place. Fait que, tu sais, il y a quand même un travail, là. On a facilement 3000 km à tester à peu près, là, parce qu'il y a plusieurs parcours qui empruntent les mêmes routes, mais grosso modo, on a à peu près autour de 3300 km à tester. Ouais. On est une équipe, je pense qu'on est 8 testeurs cette année qui se partagent les distances. Il y a des gens qui modulent leurs vacances en conséquence d'aller tester des parcours. Donc, ça prend quand même beaucoup de travail. Et moi, on a un fichier avec tous les commentaires de tout le monde. Et moi, j'ai me reclaqué tout sur mes maps pour aller refaire les parcours en conséquence. Que quand le participant prend le départ, j'ai la confiance que c'est la meilleure version du parcours possible à ce moment-là. Ben, à date, moi, les 2 premières années que je l'ai faite, ben, les deux années que je l'ai faite, en fait, les 2 années que vous l'avez faite aussi, j'ai été vraiment impressionné par les parcours.
Je pense que il y a une fois que je me suis dit, ah, l'asphalte est pas belle, puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'elle était juste usée, mais pas défoncée, là. Tu sais, c'est à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Ouais. Ouais. L'asphalte, je sais pas qui ont payé pour ça, mais elle est comme rugueuse. On dirait que tu t'arrives sur cet asphalte-là. Elle n'est pas pétée, rien, mais c'est comme s'il y avait des watts qui étaient perdus en friction. Ah C'est comme ben là. magique. Tu vois, on cherche plus des accotements de qualité que de l'asphalte Ouais. de qualité. Parce que, tu sais, là, je reviens d'Ontario, j'ai roulé en fin de semaine là-bas, puis il y avait des routes que tu avais à peu près 12 cm d'accotement avec des chars qui passaient à 90 km/h. Ouais. Ben, moi, en tant qu'organisateur, jamais je peux me regarder dans le miroir en me disant que je vais envoyer des gens là, tu sais. Fait que des fois, on échappe, mais on essaie dans la totalité que les gens n'aient pas ce souvenir-là si on a une route qui était moins belle, mais c'est un travail quand même monumental versus en Europe où tu as quand même une qualité de route qui est beaucoup plus qualitative. Nous, on doit, puis c'est là où les gens, dans les briefings de sécurité aussi, on essaie de moduler les attentes en disant, ben, tu sais, guys, tel tronçon, c'est un peu plus rock'n'roll, donc prenez votre temps, c'est peut-être pas là qu'il faut gonner, assurez-vous que vos lumières soient allumées et tout. Puis d'essayer d'avoir un message de sécurité parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait des risques inutiles qui sont pris pendant l'événement. On sait que tu as un dossard, on sait que tu veux faire un temps, on sait que tu t'es entraîné pendant des semaines ou des mois de temps pour cet événement-là, mais viens pas mettre ta vie en péril ou la vie d'un autre en péril parce que tu veux faire un top 10. L'ultra, c'est un peu ça aussi qui est cool, c'est que c'est le lièvre et la tortue. Combien de fois on a vu des gens partir en bombe? Ben, JP, ta première expérience, tu es parti. Ta vitesse moyenne, puis ton premier 100 et ton dernier 100, je pense qu'il y avait une grosse différence. Hein? Fait que, Ouais, ouais. C'est passé de 37 à 27. Non, 37 à 23. C'est ça, 37 à 23. Ouais, ça Ouais, avait fait mal. ouais, t'avais la belle gueule quand t'es arrivé Ah, la j'ai première craqué raide. année. Ben justement, tu sais, parlant de. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, je voulais parler de deux sujets qui sont chers, tu sais, la stratégie et la nutrition. Nutrition parce que c'est Chrono qui commandite ce podcast aujourd'hui. Et la stratégie parce que c'est vraiment le mot qui est sur les lèvres de tout le monde, tant à la ligne de départ qu'en amont, tu sais, dès que les gens s'inscrivent. Euh, Moi, j'ai à peu près essayé toutes les stratégies dans mes 4 5 expériences, peut-être 6 expériences d'ultra. Soit la première, je m'étais trop préparé, tu sais, avec des stops qui arrivaient trop tôt, puis j'avais comme un peu eu peur de me fatiguer. Fait que j'étais parti. Tu sais, quand j'ai traversé la Suède, j'avais comme des hôtels à des endroits fixes, puis je m'étais vraiment trop préparé. Mhm. Puis ça a fini que j'ai perdu du temps. Après ça, l'autre fois d'après, je me suis moins préparé. C'était la première race across, puis je m'étais dit, ah, il y a des dépanneurs là, là, là. Mais j'étais parti trop vite, fait que ça, c'est un autre sujet. Après ça, Gralps, je m'étais préparé correct, avec beaucoup de flexibilité. Finalement, j'ai été vraiment ralenti, puis mon plan, j'étais toujours behind. Puis l'année passée, pour le 300, je me suis pas préparé pantoute, j'ai rien regardé de la map. Puis ben finalement, j'ai eu soif en esti. Fait que Ouais, ce que je me disais, c'est quoi, vous, votre stratégie idéale, mettons d'un point de vue ah, analyse du tracé, repos, etc. ouais. Après, tu sais, dans le sens large, ça dépend vraiment de chacun. Tu sais, il y en a qui aiment ça être by the book avec justement des points de ravito précis. Il y en a qui gèrent ça de manière, tu sais, sans avoir de programme. Déjà, c'est comment gérer tes imprévus, parce que en fait, l'ultra, c'est juste gérer des imprévus. Hmm. Donc, si tu prévois d'avoir des ravitaux réguliers, bah, qu'est-ce qui se passe si tu es en avance ou en retard sur tes ravitaux, puis que tu as raté un ravito, etc. Donc, comment tu gères ça pour pas être stressé? Puis versus, tu sais, je pense que moi, je suis plus à pas nécessairement regarder où est-ce qu'il y a des ravitaux, mais me dire, bon, bah, peut-être que là, il y a peut-être un 150 kilos où il n'y a rien, bah, prévoir d'avoir quelque chose, mais par exemple, moi, pour mon expérience personnelle, où je regarde pas nécessairement où est-ce qu'il y a des ravitaux, mon but, c'est d'avoir toujours plein de bouffe dans les poches, puis d'avoir tout le temps de l'eau pleine, là, tu sais. Hmm. Ça, c'est ma stratégie pour bien manger, bien boire. Ça, c'est le plus important. Ça te permet d'avoir beaucoup de lucidité dans ton effort, et puis de faire des choses qui font du sens. Parce que dès que tu commences à fatiguer, puis en plus, tu roules en sur-régime, c'est assez Ouais. compliqué. David, toi, tu sais, David, il a comme sûrement une vision qui est différente, mais je pense que la gestion de l'imprévu, c'est ce qui va pas
ce qui te met dans le confort, en fait, c'est ce qui va te mettre dans le confort, c'est comment gérer tes imprévus. Ouais, je te rejoins, C'est ça. Jess. Hein. Moi, j'ai beaucoup stressé dans le passé de manquer de bouffe, de manquer d'eau, de partir trop chargé. Puis finalement, tu réalises que tu as quand même des possibilités à gauche et à droite. Mm. Moi, j'ai la stratégie, là, tu sais, je vais en faire la 2500 en France. Moi, j'ai la stratégie bipolaire. Donc, une partie de moi connaît le parcours, connaît les points névralgiques, sait où il y a des stretches avec rien, sait où sont les difficultés, il devrait venir vers quelle heure et tout. Donc, j'ai ma stratégie organisationnelle faite, mais j'ai une grosse stratégie go with the flow. C'est pas parce que tu te dis, ah, il y a un point d'eau là que tu vas avoir soif ou que tu vas avoir besoin d'eau. C'est pas parce que tu dis, je vais dormir entre telle heure et telle heure que tu vas réellement dormir là. Peut-être que la fatigue, elle ne viendra pas. Peut-être que le spot avait prévu. Finalement, il y a une ferme à côté. Puis ça m'est arrivé un samedi matin, on a trouvé une place pour dormir. Puis il y avait des coqs à côté. Une heure après que je me suis endormi, j'ai eu le cocorico à 3h45 du matin. Ben, fuck it, je me suis relevé puis je suis reparti. T'sais. Fait que c'est là où de repérer, de préparer ton équipement, de renforcer tes inquiétudes, de tout faire ça, c'est parfait, mais il faut qu'à l'opposé, tu sais qu'au premier coup de pédale, ton plan il part en couille. Au premier coup de pédale, tout ce que tu avais préparé, il n'y a rien qui peut fonctionner parce qu'il va faire 10 degrés de plus, 10 degrés de moins, parce qu'il va pleuvoir, parce que finalement, tu as le vent dans le dos, puis tu avais prévu de rouler à 24, mais tu vas rouler à 28 sans forcer, puis que ça t'amène en avance ou en retard sur ton planning. Et c'est ta capacité à rester humain dans l'effort et de dire, OK, là, je t'ai me coucher, maintenant je me lève, je suis où? C'est quoi mon plan pour les 6 prochaines heures? C'est quoi mon plan pour les 12 prochaines heures? Et de rebâtir ton plan à chaque jour pour une période rapetissée. Fait que te dire, OK, là, ma mission de là, c'est de rouler 6 heures, de faire 130 km, de me rendre à telle place. Là, je fais un reset rendu là. OK, est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de dormir? Est-ce que je suis correct? Non, parfait. C'est quoi mon prochain bloc de 6 heures? Et d'avancer comme ça. Parce que quand tu vois trop macro, trop micro, à un moment donné, tu te perds. Puis la réalité, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi. Donc, c'est d'avoir vraiment cette. Je connais le contrat social dans quoi je m'embarque. Je sais que je m'en vais faire telle distance en tant de jours maximum. Voici les dangers, voici les affaires qui m'inquiètent. Mais après ça, dès le premier coup de pédale, ben, je casse tout ça ou je le mets dans un tiroir dans ma tête que je peux ressortir. Et là, je gère mon effort et mes besoins sur des périodes de 6 ou 12 heures. Tu sais, comme Ah, là, moi, j'ai fait la Race Across Paris là, au printemps. Puis la première nuit, il a fait vraiment froid. Ma stratégie, c'était, tu sais, j'avais 4 litres 5 d'eau. Je fais comme 4 litres 5 d'eau. Je suis capable de faire la nuit en complet avec ça. Donc, pas rouler trop en sur-régime pour pas avoir besoin de trop boire d'eau puis me déshydrater. Par contre, j'avais prévu, tu sais, manger du solide. J'avais pris un sandwich. J'avais des gels. Puis j'étais comme, faut au moins que je prenne un truc solide et un gel par heure à chaque fois que je roule. Mais là, il faisait tellement froid la nuit que mon sandwich, impossible de le manger. Il était tellement dur, je l'ai jeté parce que c'était impossible à mâcher. Je pouvais pas sortir mes mains des gants, puis c'est pas évident de prendre la bouffe et d'ouvrir pour manger. Donc, finalement, j'ai tourné au gel toute la nuit. Mais tu sais, si t'es pas prêt à ça, puis que t'es comme, OK, mais là, il faut que je fasse comme ci, comme ça, puis que ça marche pas, il faut que tu sois vraiment prêt à gérer cet imprévu-là. Puis là, je suis comme, bon, bah, je vais peut-être consommer moins, tu sais, je vais prendre des gels, mais je vais peut-être consommer moins. Je mangerai pas ma barre solide à chaque heure, donc peut-être que je vais rouler aussi un peu moins vite parce que sinon, je vais brûler trop de calories, puis je vais avoir besoin de plus de sucre. Puis peut-être que je vais pas tolérer ça, puis je vais plus être capable de pouvoir manger quelque chose. Tu sais, c'est ça qui arrive. Puis le risque du gel, par exemple, la nuit, c'était bah, peut-être qu'à un moment, je serais écœuré du gel puis je pourrais plus en manger. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai réussi à tenir toute la nuit en prenant des gels à chaque heure, mais j'aurais pu aussi être capable de manger pendant 3 heures parce que j'étais saturé de sucre. Donc, comment tu gères ça? Tu sais, c'est vraiment gérer tes peurs et puis tes imprévus. Là. Tu sais, c'est ça, je pense, le plus important. Là. Donc, tu sais, ça répond plus ou moins à ta question parce que finalement, c'est quand même assez personnel. Mais je ouais. pense que c'est comment gérer tes imprévus. Mais David avait raison, tu sais, dans le micro ou macro, parce que clairement, tu sais, mettons, la Suède où j'arrêtais trop tôt, puis que j'aurais eu encore des forces pour continuer, puis probablement, tu sais, mettons, ce qui me semblait dans le temps impossible à continuer, probablement que j'aurais été capable de le faire, puis j'aurais été fier, puis ça aurait fini là. Mm. Fait que, tu sais, il y a aussi la gestion des peurs, comme tu le dis. Puis de l'autre côté, je pense que Graal, puis le fait d'être
toujours un petit peu derrière, tu sais, quelques heures derrière chacun de mes objectifs. Ça a dû me jouer dans la tête un moment donné, puis c'est ce qui a fait en sorte que ça marchait plus. Puis, tu sais, parce que justement, tu sais, une affaire qui est arrivée, c'est que la première soirée, au lieu d'arriver à 11 heures, puis la dernière ville, au lieu d'arriver à notre point à- on voulait arriver à un restaurant à 11 heures, puis il fermait à minuit, mettons. Fait que ça nous aurait donné le temps de prendre un dernier repas avant. Mais quand on est arrivé au restaurant, ben, il était rendu 3 heures du matin. Fait que Ouais. là, on était crissement en retard, puis ça faisait 2 heures qu'on n'avait pas vu de village. Fait que là, j'étais comme, oh shit, on est un peu out dans notre game. Puis là, on s'est arrêté pour dormir un peu. Puis le lendemain, quand on s'est réveillé, ben, le café qui était en ville, puis qu'on savait qu'il était en ville, qui devait nous accueillir, ben, il n'a jamais ouvert. Fait que là, tu sais, comme on n'a pas déjeuné non plus, on n'a pas soupé, là, on commençait à être un peu mentalement, je pense, usé Ouais. dès le jour 1. Fait que peut-être trop macro mon affaire. Puis l'année passée, ça, à Race Across Québec, j'ai peut-être été un peu, je veux dire, trop micro dans le passé. Puis l'année passée, à Race Across Québec, trop macro parce que j'étais comme, j'ai aucune idée où est-ce qu'il y a de l'eau. Puis j'arrive sur le Nordais, puis je suis comme, oh shit, ça, c'est pas une bonne idée. Non, jamais de bonne idée, en effet. Puis je rajouterais un truc, moi, de plus en plus, c'est de rester humain aussi. Genre, c'est Mhm. whack, mais te brosser les dents, genre, te mettre du baume sur les lèvres parce que tes lèvres gercées, de prendre le temps, là. En fin de semaine, je me suis ramassé, je roulais puis je m'endormais. Genre, je m'endormais sur le bike. J'ai vu un église, je suis comme, fuck it, moi, j'arrête 15 minutes là, j'ai besoin de faire un power nap. J'ai eu le Saint-Esprit qui m'a touché dans les marches d'escalier. Puis quand je me suis réveillé après ça, j'avais 10 km à l'heure de plus de moyenne pour le 100 km de suite. Puis ça m'a réveillé. Fait que, tu sais, des fois, c'est de ne pas te battre à te Mhm. dire non sans arrêt. Si tu as besoin d'arrêter, t'es mieux d'arrêter 10 minutes puis de gagner 10 km à l'heure après que de te persécuter puis de te continuer dans ta souffrance. Et c'est là où il faut faire attention à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de son instinct, à l'écoute de son corps. Je pense que les gens qui réussissent en ultra à long terme sur des trucs très gros défis, c'est parce qu'ils connaissent leurs limites, ils sont capables d'écouter leur corps. Puis, tu sais, il y a la grosse réflexion en ce moment de trop de données, assez de données, pas assez de données. Ben, je pense que dans un monde où tu as des meters pour à peu près tout, tu n'as pas vraiment le meter pour écouter ta tête, puis ton cœur, puis ton esprit. Fait que des fois, c'est là aussi que l'ultra, il faut que tu te reconnectes sur ton ressenti, écouter ce que ton corps te dit, puis des fois, de la prendre la pause de 5 minutes ou de te brosser les dents quand ça fait 12 fois que tu y penses dans ta journée, puis tu n'as juste pas envie de fouiller dans tes sacs pour sortir ta brosse à dents et tout. Fait que, tu sais, Mhm. c'est important, même si tu fais qu'un 300 ou que tu fais un 2000 ou un 5000 ou peu importe, de garder cette perspective-là, de te faire plaisir à certains moments. Ça va te garder en shape. Ça va te permettre d'avancer plus loin dans ton aventure. Puis, avez-vous d'autres trucs aussi, tu sais, pour rester fort mentalement? Parce que, tu sais, c'est des très bons trucs que tu viens de donner, mais y a-tu d'autres... Ah, ouais. Pour vrai, déjà, si tu t'écoutes et que tu gères bien ton aliment, c'est facile à dire, mais c'est plus dur à mettre en pratique. Si tu manges bien, Ouais. tu bois bien et que tu te reposes au bon moment, tu auras les idées claires, puis ton expérience va bien se passer. Souvent, ce qui arrive, les gens, ils t'appellent, ils sont bunkés, je vais abandonner, blablabla. Ils ont le temps de terminer. Ils pourraient juste s'arrêter, dormir là, ne serait-ce que quelques heures, puis ils repartiraient, puis ils seraient frais pour continuer. Et tu sais, c'est souvent dans les parties où tu es moins lucide, un peu plus fatigué, tu es plus irritable, où là, tu prends des mauvaises décisions. Donc, Ouais. tu sais, mis à part les deux, trois en avant qui vont vouloir faire un podium, puis qui vont se donner à fond, qui regardaient un classement, la plupart des autres, je pense que le défi est personnel, là, puis on s'en fout de combien Ouais. t'es, puis OK, il y a un gars qui est à 15 minutes devant toi, puis si tu pédales un peu plus vite, tu vas le rattraper, parce qu'en bout de ligne, ça va te jouer des tours, et puis finalement, ton expérience sera pas si bonne, puis peut-être que tu n'arriveras jamais à rattraper cette personne-là parce que tu avais prévu de la rattraper. Donc, tu sais, c'est vraiment un défi personnel, s'écouter. Donc, bien manger, bien dormir, bien boire, c'est le plus important. Mais c'est facile à dire sur le papier, mais en pratique, c'est pas la même affaire. Puis Ouais. malheureusement, nous on est des gars, donc on est un peu plus bêtes que la moyenne par rapport aux femmes avec ça, où on veut trop pousser la machine trop loin, puis on s'écoute pas assez. Je pense que les femmes Ouais. justement, elles ont plus leur épingle du jeu à tirer là-dessus parce qu'elles vont mieux gérer leur effort, puis elles vont s'écouter beaucoup plus. Puis en plus, c'est elles qui vont avoir raison. Là.
Ouais, puis moi, je vais ajouter un truc qui m'est arrivé en fin de semaine plein de fois. S'il y a un bon truc qui arrive, arrête. Plusieurs fois en fin de semaine, là, j'ai fait un 650 km one shot, là, puis genre, j'ai passé à côté du meilleur spot pour dormir en me disant, il va y avoir de quoi dans 20 km ou dans 10 km, il y avait fuck all. J'ai dormi d'un gazebo à 4 degrés dans un parc en Ontario quand il y avait un bureau de poste où il y avait une entrée qui était ouverte. J'aurais pu dormir là au chaud. T'sais. Le spot où tu te dis, ah, il y a un restaurant là, mais je vais arrêter dans la prochaine ville parce que c'est plus loin. Finalement, il n'y a rien d'ouvert Ouais. dans la prochaine ville. C'est ces affaires-là où parce que sur la distance que tu couvres, tu vas en avoir des choses de positives qui vont t'arriver. C'est la capacité à t'accorder avec ton esprit de dire oui, ben, je vais arrêter Ouais. maintenant, même si j'avais prévu d'arrêter dans 10 km. Ça, c'est un effet, c'est comme la base de vie. Là. Tu sais qu'elle s'en vient, fait que tu traces comme un épais, mais là, c'est là que tu es dans le dur, tu n'as plus de gaz. Arrête 10 minutes, là, dors 5 minutes, puis relève-toi, tu vas aller beaucoup mieux à la base de vie que si tu fais juste te dire non, je me fais souffrance, puis j'y vais. Genre. Fait que cette capacité-là, un peu que on a de la misère, les gars, à se dire non, non, mais gars, je vais arrêter maintenant. Ça décroche un peu du plan, mais je vais le reprendre plus tard, puis ça va aller mieux. Et d'écouter vraiment ton instinct qui dit hey, je pense que tu as la bonne affaire pour toi, prends le don. Au lieu de juste dire non, je suis un bonhomme, je vais continuer plus loin sur mon parcours. T'sais. Ouais, c'est sûr. Puis t'es mieux de faire des arrêts pour te reposer, pas des arrêts parce que tu veux t'arrêter, manger. Tu peux manger sur le vélo, tu peux boire sur le vélo, tu peux te reposer sur le vélo, tu peux rouler à 15 km/h, tu peux rouler à 10 km/h, tu es toujours en mouvement, tu avances. Mais quand tu t'arrêtes, repose-toi, ça c'est le mieux parce qu'en fait, le fait de s'arrêter pour s'arrêter juste pour manger ta bartende, tu vas t'arrêter 15 minutes, puis finalement, ça va être dur de repartir. Tu t'arrêtes pas pour ça, tu t'arrêtes pour te reposer, pour faire une sieste, pour faire un vrai repos. Là, tu te dis, bah non, mais là, je vais pas m'arrêter parce que je me suis arrêté il y a 30 minutes pour manger mon sandwich. Mais ton sandwich, tu aurais pu le manger sur le vélo, puis là, tu es fatigué, tu as besoin de faire une pause, bah arrête-toi pour faire une sieste, puis là, ça va être payant. Ah ouais. Puis un autre truc, de faire des courses ultra, c'est un contrat social avec ta famille, ta femme, ton chum et tout. Faut que tu briefes les gens sur ce qu'ils doivent te dire quand ça va pas bien. Ou Mhm. sinon, toi, tu te dis, je n'appelle pas personne parce que je sais qu'ils vont me dire, ah, t'as assez souffert et tout. Le message que tu vas recevoir, trouve-toi deux, trois personnes que tu dis en cas de dur, je vais appeler ces gens-là et tu t'es coach sur comment te parler. Moi, quand j'ai Ouais. abandonné la RAF, le 3 ans, j'étais dans le dur, puis les gens à qui j'ai parlé, c'était genre ma famille, ma blonde, c'était genre, mais t'as assez souffert, c'est dur, tu sais, ça t'a pas mal l'abandonner, c'est quoi. Et là, ça te joue dans la tête, là, ça te joue dans la tête, puis tu te dis, ah ben là, je viens d'avoir la validation de mes pères, fait que je vais abandonner, puis c'est pas grave, au pire, je peux rentrer à la maison, puis personne ne va m'haïr. Mais si tu appelles quelqu'un en disant, là, je suis vraiment dans le dur, ça va pas bien, je suis au bout du rouleau, puis la personne te dit, hey, t'as choisi d'être là, là, genre, ferme ta gueule, dans 5 minutes, ça va aller mieux, puis continue, tu vas taillir dans 2 jours si tu abandonnes. Ben là, c'est le coup de pied au cul que tu as besoin pour te rebâtir une confiance puis une santé psychologique, puis de continuer à avancer. Puis en effet, dans 2 jours, tu vas être content d'avoir continué. Même dans 2 heures, tu vas tomber sur le beau coucher de soleil, ou tu vas tomber sur le bon souper que tu avais besoin sur la bouffe, ou tu vas rencontrer quelqu'un, finalement, ça va être nice. Puis là, ton mood va complètement changer, puis tu ne te souviendras même plus qu'à tel moment, tu étais sur le bord d'abandonner. Donc, de vraiment avoir ce genre de lifeline-là avec des gens où tu dis, OK, là, toi, tu sais dans quoi je m'embarque, s'il y a de quoi je t'appelle, puis tu me dis les bons mots pour me donner confiance, puis me donner envie de continuer. Parce que l'inverse, c'est catastrophique aussi. Des gens qui n'ont jamais fait d'ultra, qui n'ont Ouais. jamais fait de sport à haut niveau où tu te défonces et tu repousses tes limites, ils ne vont jamais te dire la bonne affaire. Ils vont t'inviter à aller t'asseoir sur un divan et prendre une bière. C'est juste normal, c'est humain. Mais tu as besoin de gens dans ton entourage qui vont dire les bonnes choses pour te faire continuer dans l'aventure. Ah, je suis 100% d'accord avec ça. Et deux expériences de mon bord, j'avais justement à Graal, puis j'avais ma blonde qui arrêtait pas de me dire t'es sûr que tu vas être à temps Ça te joue dans la tête. Surtout quand t'es en bas d'une vallée, puis que tu te rends compte que si tu traces, t'es là dans 2 heures, mais si tu suis le parcours, t'es là genre dans 24 heures. Puis, non, c'est ça. Ça m'a pas aidé. Mais l'année passée, justement, à Race Across Québec, c'était drôle parce que j'avais Maxime Garand-Rousseau qui m'appelait aux 2 heures en me disant ah ouais, maudit pas bon, pousse d'un pédale. Puis là, j'étais comme. Puis là, ça faisait du bien là, d'avoir savoir que cette personne-là, qu'il y avait une personne quelque part qui semblait care about ma rack, puis qui regardait les résultats, puis qui était pas fier, puis qu'il fallait que j'impressionne.
Sinon, une autre affaire, partie de la stratégie, on a parlé un peu justement de l'analyse du tracé, le sommeil, la gestion de l'énergie. Vous avez une liste d'équipements obligatoires Ouais. d'un point de vue sécurité qui est quand même assez grande. Puis, je pense qu'on l'avait déjà couvert dans le passé ensemble, mais en dehors de la liste obligatoire, est-ce que vous, il y a des choses que vous avez, j'imagine que toi, David, tu as une brosse à dents puis de la pâte à dents, étant donné, puis du Ben oui. lip balm parce que tu en as parlé, mais y a-t-il des choses que vous avez qui sont, je sais pas, tu sais, qui sont des musts pour vous, mais qui sont pas dans la Ouais. liste? Moi, j'en ai une coupe. Du point de vue alimentaire, il faut que je pense à manger tout le temps. Parce que je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de base tout le temps. Fait qu'il faut que je fasse attention quand je suis dans l'effort de me forcer un peu à manger. Ça me prend de la bouffe près de mes mains. Fait que là, pour la 2500, la rare 2500, je vais avoir, pour une première fois de ma vie, une veste d'hydratation avec de l'eau de plus, mais également des sacristies de grosses poches, filets, ses côtés, que je peux bourrer de bouffe. Et le fait qu'il soit collé sur moi, je le sais que j'ai de la bouffe là, ça m'oblige à en manger beaucoup plus. Avant, j'avais un genre de pouch au guidon que genre je mettais, mettons, de la bouffe dedans que je voyais, que je mangeais, mais là, ma veste d'hydratation, oui pour l'hydratation, mais encore plus oui pour la bouffe que ça me permet de garder sur moi et d'avoir accès à. Ça, c'est un gros must. Sinon, tout ce qui est du confort en plus. Tout ce qui est du confort, tout ce qui te permet de bien dormir. Si ça te prend un matelas de sol, ben amène-en un. Trouve le plus compact, le plus léger, mais amène-le parce que tu vas être content d'avoir une qualité de sommeil que tu n'aurais pas eu si tu dors directement au sol. Si toi, les bébites, ça t'énerve, amène-toi une petite fiole de chasse-moustique. Si tu as le cul irrité, amène-toi du chamois butter en quantité industrielle. Comme ça, au moins, tu le sais que tu as cette qualité-là, que tu peux faire ces choses-là. T'sais. Mais franchement, moi, c'est vraiment au niveau alimentaire et au niveau les miettes de confort que je peux m'acheter dans un truc qui est très inconfortable. Je vais essayer d'aller le chercher le plus possible. Puis également, moi, les écarts de température, c'est le running gag avec Jessie, là, mais je gèle les extrémités. Ben, tu sais, des chaufferettes pour les pieds, là, des petites chaufferettes que tu mets, Hmm. usage unique, des bons gants qui vont te permettre de bien aller sur le guidon et tout. Des tours de cou si tu as besoin. C'est d'ailleurs des trucs que moi, je vais aller chercher aussi. Là, en fin de semaine, il faisait 4 degrés la nuit. Ben, j'étais vraiment content d'avoir mes couches-chaussures puis d'avoir des gants. T'sais. Même si normalement, en juin, je n'aurais pas amené ça, ben, sachant que j'avais une amplitude de météo très élevée, ben, je m'étais préparé une version plus chaude de mon équipement vestimentaire. Mhm. Moi, Toi, Jessie, moi pour le. Tu sais, bah, c'est sûr, en bas de 300 kilos, tu sais, j'ai vraiment le minimum. Après, tu sais, quand là, tu vas faire comme potentiellement 2 nuits, ce qui arrive, moi, les seules choses que j'apporte en plus, c'est des petits accessoires chauds parce que la nuit, quand je commence à fatiguer, la nuit, j'ai froid et j'ai besoin d'avoir plus d'accessoires. Donc, tu sais, la nuit, là, moi, quand je pars en mission pour la nuit, je mets des gants chauds, j'ai mon tour de cou, j'ai ma tuque, j'ai mes petites chaufferettes que je peux mettre sur mes pieds, mes mains, puis j'ai des coupe-chaussures. Puis ça, c'est un truc, ça me rend confort pour la nuit, puis je sais que je vais pas avoir froid, puis je vais pouvoir continuer à rouler. Surtout que des fois, justement, tu as prévu de t'arrêter pour dormir, mais les températures, elles te permettent pas de, à part si t'as pris un hôtel à l'extérieur, ça te permet pas de dormir parce que c'est trop humide ou il fait frais. Bah, t'as pas le choix de continuer à rouler. Donc, pour ça, il faut vraiment que tu aies chaud parce que sinon, tu vas vivre un enfer la nuit, là. Donc, c'est vraiment des petits accessoires de chaleur que j'aime avoir, là. hmm. Non, c'est des bons points. Moi, la veste d'hydratation, je suis 100% d'accord là, parce que j'ai pogné une fois une grande chaleur, puis est-ce que j'ai eu soif ben, l'année passée, puis à Gralps, là, puis est-ce que j'ai eu soif, puis tu sais, arrêter aux heures pour te ramasser l'eau parce que tu bois trop, c'est tellement une perte de temps. Fait que le fait de pouvoir traîner 2 litres d'eau dans un sac, puis aussi tout l'aspect qu'on oublie, tu sais, justement, tu sais, vous parliez de changer des vêtements. Une affaire qui me gossait au plus haut point avec de changer des vêtements, c'est de devoir tout restuffer après, tandis que tu Ouais. as quand même une bonne poche dans le dos pour mettre du stock, justement. Tu veux enlever ton imperméable, tu veux. Tu sais, t'es pas obligé de tout le temps gosser dans tes sacoches. Ça va être un must pour moi Ouais, cette puis ça, année. c'est un truc, tu as touché un point intéressant quand tu fais du multi-day, de bien gérer ton mapping des sacoches. Ça, Mhm. moi, c'est un truc que je vais faire en fin de semaine. Là. J'ai fait mes tests, je connais mon setup de sac au complet pour la Race Cross France. Maintenant, m'assurer que si je mets quelque chose à cet endroit-là, c'est la meilleure place pour cette affaire-là.
puis de me demander c'est quoi les choses que je vais plus souvent chercher dans mes sacoches versus ce que je vais moins chercher. Si j'ouvre mon sac une fois par jour pour quelque chose, ben c'est bon, je le mets tout à la même place, puis c'est le truc que j'ouvre une fois par jour. Mais par exemple, pour des battery packs ou des choses que j'ai besoin fréquemment, de la bouffe, comment je peux m'organiser pour que moi, ça me fait chier, mes sacs, je trouve ça gossant parce que tu ne le remets jamais parfaitement comme qu'il fallait, le sac il bouge et tout. Fait que d'aller vraiment chercher au maximum un genre de mapping, un peu comme dans ton garde-manger, tu mets tes affaires ou ton frigo, tu mets des trucs que tu sers le plus sur telle tablette parce que c'est instinctif. Ben, la même chose dans tes sacs. Comme ça, de cette manière-là, tu ne déranges pas les trucs qui sont moins demandés souvent, mais tu t'assures d'avoir une meilleure flexibilité sur ce que tu as vraiment besoin. Jessie le disait tantôt, quand tu roules, ça va, tu roules, tu avances, mais dès que tu arrêtes, pour moi, c'est là que le chrono il part parce que plus tu prends de temps pour gosser sur des trucs, ben, sur 2, 3, 4, 6, 10 jours, ben, tes minutes que tu perds, ça devient des heures. Puis des fois, c'est la différence entre arriver à temps ou pas arriver à temps. C'est tous des excellents conseils. Puis le battery pack, est-il obligatoire avec vous? Ça dépend de la distance, mais sur du 1000, 2500, on le demande, oui. Ok, c'est ça. Parce que je me rappelais pas de l'avoir vu pour le 300 l'année passée, puis même à Graal, puis pour le 500, il n'était pas obligatoire. Puis moi, c'est quelque chose que je traîne toujours maintenant parce que juste de savoir que peu importe ce qui arrive, tu changes un flat puis tu n'es pas à la merci de la fin de la batterie de ton GPS. Là. Ouais, puis de Bah, tester moi, tes j'ai eu ce batteries. problème-là à Race Across Paris où mes lumières, pendant toute la nuit, je sais pas pourquoi, mes lumières, c'était pas bien chargé et tout. Puis j'ai gossé à brancher mes lumières toute la nuit. Puis j'avais mes deux lumières à l'arrière, elles ont lâché petit à petit. Enfin, je les recharge à chaque fois. Si j'avais pas eu le battery pack, bah, j'aurais roulé sans lumière à l'arrière, là. Là, tu vois, moi, T'as pas le choix, c'est un bon backup. j'ai tout testé mes lumières. Là. Je sais que ma lumière avant, elle dure 18 heures de temps, garantie à telle intensité. Je sais que je peux faire 3-4 nuits avec parce que j'arrête de dormir au milieu de la nuit. Ma lumière arrière, j'ai testé. Même mes battery packs, je sais que je peux recharger combien de fois mon téléphone avec. Ça prend combien d'heures à recharger ma lumière. Fait que c'est quand on parle d'enlever des stress et de vraiment se préparer en profondeur, c'est le truc d'un. Tu ne veux pas être dans un col de montagne à 2 heures du matin et plus de lumière. Fait que la réalité, c'est comme ton cerveau diminue en intensité de journée en journée. Il faut que tu sois capable de dire, OK, là, je peux me rendre jusqu'à la base de vie. Là, à la base de vie, je peux charger mes affaires pendant quelques heures. J'ai la certitude que je peux me rendre, donc je suis correct, je n'ai pas à penser à ça. Puis tout ce que tu peux ne pas avoir à penser à pendant la course te libère une charge mentale parce que ça aussi, comme tu es en instinct de survie, comme tu débranches toutes tes simplicités, tes facilités de vie, on ne s'en rend pas compte, mais on a une énorme charge mentale. On a une inquiétude pour la bouffe, pour ton équipement, pour la température, pour les dangers externes, pour ci, pour ça, arriver dans les temps. Qu'au final, juste par je vis mon événement, tu as une fatigue très profonde qui s'installe rapidement et qui va impacter ta capacité de récupération, à bien dormir, à t'alimenter convenablement, puis à rouler avec les bons watts. Donc, tout ce que tu peux gérer en termes d'incertitude va t'enlever un layer de charge mentale qui va te permettre de mieux profiter. Tu sais, des fois, on dit j'ai fait 2000 km, j'ai pas vu le paysage. Mais c'est sûr que si tu t'inquiètes pour tout et rien, tu n'as pas le temps de te dire oh shit, je suis dans le moment présent, puis je suis en train de faire un col, puis c'est magnifique, puis genre c'est trop beau dehors. C'est la différence aussi de comment tu vas vivre ton événement. C'est les semaines avant, tu dors et tu respires pour ton événement pour bien le vivre quand tu es rendu là-bas. Ce qu'on fait, David et moi, c'est qu'on a tout le temps notre setup d'ultra sur le bike le mois avant. Là, puis, moi, j'ai fait la Race Across Paris, c'était fin avril, avec l'hiver qu'on a eu, j'ai fait du trainer tout le long. Ben, mon bike était sur le trainer, il y avait toutes les sacoches avec tout mon matériel. J'avais même mis mes affaires à l'arrière, mon impair, tout. Puis de temps en temps, je déballais mes affaires, je les sortais quand je roulais, je faisais mon setup sur Zwift, je mettais mon setup de où est-ce que j'allais mettre mon alimentation. Je m'entraînais à brancher mon téléphone, je mettais mon téléphone sur mon quad lock, puis est-ce que ça fonctionnait bien et tout. Puis là, j'étais avec mon LM Kit, j'étais en train d'ajuster toutes mes affaires pour me sentir bien. Puis, tu sais, c'est un peu que c'est ta maison pendant ton ultra, là. Tu sais, surtout quand tu passes la nuit. La nuit, c'est le moment où est-ce que tu vas être dans ton confort. Tu es un peu chez toi sur ton vélo, là. Ouais. Non, c'est des très bons points. Définitivement. Puis, dans le fond, ça revient toujours au confort. Puis C'est ça. à la charge mentale. C'est fou.
Toujours, tantôt, on en a parlé, tu as parlé de ton sandwich, de prendre un gel à l'heure, etc. Y a-tu un hot take sur le 60 à 90 grammes de carbs à l'heure en ultra-distance? Moi, j'en ai un. Je pense que faut Go couper with the flow. le. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je consomme quand même beaucoup de nutrition sportive, mais il y a un breaking point, là. Tu sais, sur un 300, fair enough, là, tu peux le faire, là, ton 80 à l'heure, là, faut que tu t'entraînes avant, mais ça va le faire, mais sur un 2500 km, j'ai besoin de boire de l'eau claire des fois, puis j'ai besoin de manger un sandwich, puis j'ai besoin de manger de la bouffe que, tu sais, je peux reconnaître comme étant quelque chose que je mangerais à la maison sur mon divan. Mais de conserver toujours une portion de ton alimentaire qui est vraiment basée en mode te donner du gaz, te fueler pour ça, c'est quand même très important. Parce que c'est ton fond de sécurité. Tu sais que tu es à une barre protéinée de reconstruire quelque chose, tu es à un bidon avec des électrolytes de refaire ton hydratation, tu es à un gel de te donner le kick qu'il te faut pour les 45 minutes de colle qui s'en viennent. Mais je pense que c'est une cohabitation saine qui fait la différence et non pas de juste dire je me prends 2 gels à l'heure puis genre j'y vais à fond la caisse. Ouais, Il y a c'est ça. il y a vraiment cette entraide-là entre une nutrition genre de repas classique, mais également, moi, c'est la chose de ma vie. Tu es au milieu de nulle part, tu le sais que tu as ce qu'il faut dans tes sacs. Moi, c'est un peu ma bouée de sauvetage. Après plusieurs heures, au départ, oui, je vais être très gel et tout. Après, ça va chavirer sur la bouffe normale. Mais dans tous Mhm. les cas, du début jusqu'à la fin, je sais que j'ai mon safe haven là, j'ai mon quelque chose que je peux consommer qui va me redonner ce que j'ai besoin pour finir l'événement. Moi, ma stratégie, je regarde à peu près tous les emballages de trucs que je prends avant. Puis mon but, c'est d'avoir la base. Je suis à peu près à 60 grammes de glucides par heure. Ça, c'est le minimum. Après, tu adaptes. Ton corps est capable d'en prendre plus. Tu as faim, prends-en plus. Mais au minimum, il faut que tu sois capable d'en prendre 60 pour carburer, puis pas avoir de trou là-dedans, là. Parce que ça, c'est pareil. Des fois, t'as pas assez de bouffe, puis pendant 2 heures, tu te retrouves à pas pouvoir manger, ou justement, t'en as trop pris, puis après, t'es plus capable d'ingurgiter quoi que ce soit. Donc, ton minimum, c'est 60, que tu essaies de garder à chaque heure 60. Puis après, si t'es capable d'en prendre un peu plus, t'en prends un peu plus, mais faut pas te bourrer la face parce qu'après, le piège, c'est que tu pourras même plus en avaler pendant 2, 3, 4 heures. Mhm. Puis, tu sais, c'est bien de penser aux glucides, mais quand tu roules longtemps, c'est un apport en protéines. Peut-être que tu vas te dépanneur, puis tu vas prendre un petit lait protéiné. C'est de manger un peu de gras aussi, là, parce que ça donne plus de satiété. Puis, tu sais, c'est d'autres filières que tu travailles aussi quand tu roules. Puis aussi, à la notion de plaisir, là, tu sais, tourner. Mm. Tu sais, faut tourner avec des trucs que t'aimes. Puis moi, je pense qu'il faut varier. Tu vois, Chrono, ils ont plein de saveurs différentes. Même si t'aimes une saveur, prends d'autres saveurs. Prends des bars, tiens, au riz soufflé, là, soit il y a une espèce Rice Krispies, de ouais. Rice Krispies. Tu prends ça, tu prends des bars normales, tu prends, tu sais, t'essaies de varier tout ça, puis prendre du solide, là, des sandwichs, des trucs salés. Tu sais, je pense Ah ben là, que si on prend pas assez de sel, puis on en perd beaucoup. Donc, tu sais, vraiment, le but, là, c'est d'avoir une base de 60, d'être capable de la. Si tu arrives à prendre 60 grammes à l'heure pendant toute ta ride, c'est bien en masse. Puis après, si t'es capable d'en prendre plus, t'en prends plus. De toute façon, tu vas être en déficit de calories, c'est sûr. moi, je me garde mes Puis gels c'est quoi? préférés après l'effort. Le, Ah, le gel au caramel, c'est une récompense. Fait que je le prends Ouais, en c'est un dernier en me bonbon, ouais. disant si je finis telle affaire où je me rends là, je prends le gel au caramel, c'est mon petit bonbon. puis ce serait quoi votre ratio, mettons, bouffe civile puis bouffe sportive? 50-50. Sur du multi-day, 50-50. Des fois, le matin, tu te lèves. Moi, j'ai un coq qui dit Cocorico à 3h30 du matin. Je sais que j'ai pas un McDo ou un Tim d'ouvert avant 5 heures. Puis je sais pas si à 5 heures pile, je vais arriver près d'un resto. Ben, je vais toujours commencer mes journées avec de la bouffe plutôt sportive. Parce que je sais que ça va rapidement me donner ce que j'ai de besoin. Puis au fil de la journée, ben, j'évalue la situation. Si je suis au milieu de nulle part, ben, je vais prioriser la bouffe sportive, bien évidemment. Si je vois que j'ai un restaurant quelque chose qui va me faire plaisir, ben, je vais passer à ça. Mais je te dirais que pour moi, la nuit, le matin, c'est très bouffe sportive. Le jour, je me garde hydraté avec tout ce qui est poudre, électrolyte et tout. Puis après ça, ben, j'essaie d'avoir quand même mon 3 repas par jour, là, déjeuner, dîner, souper. Même en ultra, si je peux me le permettre, je le fais.
Mais entre les deux, je vais être sur de la bouffe sportive constamment. Fait que c'est plutôt des Mais toi, ça entre-repas dépend que de je vais faire. chacun. Ouais. Ça dépend vraiment. Ouais. Tu sais, moi, je fais un repas le matin, je fais mon petit déj. Chez moi, tu sais, je trouve un endroit, une boulangerie, peu importe, je fais mon gros petit déj le matin. Là, toute la journée, je remplis mes poches, j'ai de la bouffe solide, puis j'ai de la bouffe tu sais, de nutrition sportive. Je fais toute la journée avec ça, puis le soir, le réconfort après la journée, ben, tu sais, je vais me prendre un gros repas, tu sais, une grosse pizza parce que j'adore ça. Je me fais une grosse pizza, puis au pire, je mets longtemps à la digérer, mais au moins la nuit, je suis rassasié. Je vais pas être en déficit de calories. Au pire, je vais pédaler un peu moins vite parce que mon corps est en train de digérer tout le gras puis tout le glucide qu'il y a. Mais au moins, j'ai ça qui me tient au corps pour être en forme pour aller jusqu'au moment où je vais aller m'endormir la nuit. Puis, bah, tout en complément. Tu sais, faut tout le temps avoir de la nutrition sportive parce que ça prend pas de place dans les poches puis c'est beaucoup de calories et beaucoup de glucides. Donc, c'est sûr que ça te prend beaucoup moins de place. Donc, si te manque de quoi, bah, tu es capable de compenser avec ça que, tu sais, te trimballer des sandwichs, ça a ses limites. Puis aussi, c'est avec, tu sais, quand tu le gardes longtemps dans tes poches, bah, tu peux faire une indigestion, là, parce que ça a pris la Ouais. chaleur ou quoi, là. Non, c'est sûr que c'est packagé, puis ça se digère bien, etc. La Puis tu sais nutrition sportive, mais exactement en ce que tu effet. prends. Tu connais tes nutriments dedans. Tu sais, c'est facile à mesurer, là. Ouais, puis c'est Ouais, exactement. préportionné, c'est simple, ça se mange sur le vélo. C'est le côté pratique et efficace qui est important de garder en tête Ouais. dans ces Puis ce qui est affaires-là. pas Parce que comme. évident, c'est pas tester quelque chose. Tu sais, mettons que tu fais une ride au Canada ici, tu sais exactement, quasiment ce que tu vas prendre au dépanneur. C'est pas un truc que tu n'as jamais essayé. Tu vois, en France, je pense que, il va arriver quelques jours avant, David, puis tu sais, il va regarder à peu près à la boulangerie, tu sais, qu'est-ce qu'il va prendre, mais il va pas s'inventer à prendre une pâtisserie qu'il a jamais mangée pendant, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, faut vraiment un peu comme ta nutrition sportive, tu sais, l'avantage de la nutrition sportive, c'est que tu l'as goûté avant, tu la connais. Donc, Ouais. tu sais que tu es capable de la digérer, tu connais le goût et tout. Ben, un peu la même affaire quand tu vas quelque part. Ici, bah, repère, tu sais, qu'est-ce qui est bon chez le dépanneur avec un bon apport de calories, tu sais, de glucides et tout. Tu es capable de mesurer ça. Puis, tu sais qu'à chaque fois que tu vas t'arrêter à un dépanneur, tu vas prendre à peu près cette chose-là, là. Tu t'improvises pas, là. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça parce que, tu sais, ouais, j'avais pas pensé à ça et je la joue plutôt safe là, avec moi juste des bonbons puis des affaires que je connais, mais j'avoue qu'il y en a qui sont peut-être audacieux puis qui s'essayent avec genre Non, mais tu sais, quand t'as vraiment faim, là, tu te dis, OK, mais là, je prends ouais, la totale. Je vais prendre le hot dog sous sachet plastique au dépanneur que tu mets dans le micro-ondes, mais t'as jamais mangé ça, là. Mais finalement, la saucisse, elle passe pas. Ou tu sais, des trucs, ouais, des fois, là, tu sais, parce que Ouais, il t'as faut faire vraiment faim puis t'es attention. capable t'as envie de manger tout ce qu'il y a dans le dépanneur, là. Mais Non, mais essaie de prendre les des trucs que tu fameuses, connais, là. les fameuses toilettes chimiques d'un avant-marathon, on les voit, les gens là, qui ont testé un truc spécial le soir avant, là, une purge de quelque chose, ça arrive, c'est le classique en course à pied. Là. C'est pas le temps que ça t'arrive après 6 jours de vélo, tu commences à avoir des indigestions puis des crampes et tout. Là, fait qu'il faut vraiment que tu joues safe dans tous les plans. Sinon, tu vas avoir des surprises, puis ça va. Tu sais, ça dure longtemps. Là. Un mal de ventre, c'est pas 15 minutes avec un Ouais. ginger ale, puis ça te passe, ça peut être très long, puis c'est des grosses différences mentales qui peuvent jouer sur ta course. Donc, ouais, faut garder ça marche bien ancré. non, c'est des bons points, c'est un bon brainstorm qu'on fait là pour les prochaines stratégies nutritionnelles, là. Parce que j'ai Ben, ça, jamais ouais. c'est que des essais-erreurs. On a fait des erreurs, puis on est capable de dire de quoi, là, tu sais, mais on les a tous fait, ces erreurs-là. Ben, tu vois, moi, je n'ai pas encore fait cette erreur-là, fait que j'étais content finalement que vous l'ayez faite pour moi. On dirait qu'à chaque fois que je vais au DEP, c'est tout le temps la même affaire que je prends, puis j'en rêve tout le long, là, puis ouais. Hmm. Puis, ben, je ne sais pas si vous avez d'autres trucs et astuces que vous voulez partager en conclusion. C'est peut-être pas tout ce que tu prépares avant la course, tu n'auras pas à le subir pendant la course. Je pense que c'est Hmm. le gros take qu'il faut prendre. Si tu te trouves con parce que tu prépares quelque chose intensément, c'est potentiellement que tu fais la bonne affaire pour ta course. Si ta blonde te regarde croche ou si, tu sais, moi, ça fait 2 mois que je commute avec mes aérobars, j'ai l'air d'un épais sur les pistes cyclables, mais maintenant, je peux tenir ma position pendant 1 heure de temps, 2 heures sans problème, je suis confortable.
versus je mets mes aérobars en arrivant en France, puis là, il faut que je m'habitue à respirer compressé ou à changer mon angle de selle pour cette position-là. Tout ce que tu ultra gères avant. Ça fait 2 mois que je fais des siestes à la maison sur l'heure du dîner, sur mon matelas de sol, avec mon oreiller gonflable. Ben, je suis rendu un pro pour dégonfler, regonfler, pour plier sans que ça me prenne 3 heures, puis de m'endormir rapidement avec un petit son d'oiseau sur mon Sonos. Fait que c'est toutes des affaires où tu as l'air d'un épais, d'un œil extérieur de gens qui font pas ça. Mais quand tu arrives dans ta course, ben, tu sais comment le déplier, ton matelas, puis comment le replier sans que ça te prenne autant de temps que ta sieste a duré. Ou, tu connais ces choses-là. Tu sais que ta lumière a duré vraiment 18 heures de temps. Tu as testé les jets, tu as testé la bouffe, tu as fait tes calculs. Tu sais c'est quoi boire un bidon avec 2 sachets de sel dedans. Tu n'auras pas le dos. Essaye tous tes cuissards pour voir c'est lequel ton meilleur. Ta cale, es-tu vraiment bien placée? Va faire un fitting vélo avant, teste-le. Est-ce que tu es à l'aise d'enlever tes freins à 10, tes rotors dans ton sac? Est-ce que tu les gardes? Est-ce que tu sais comment racheter ton dérailleur? Est-ce que ça peut être très, très, très large, mais c'est vraiment ultra, ultra, ultra tester tes affaires avant d'aller faire ta course. Ça, c'est mon gros take que je faisais pas bien avant et que je fais beaucoup mieux avant. Là. Genre, mon appart en ce moment, ma blonde est vraiment cool parce que c'est un hangar à matériel de vélo. J'ai du stock partout. J'essaie d'optimiser tout, de tester tout, puis ça prend ça. Après ça, je sais que quand je prends l'avion vendredi prochain, ben, j'ai l'esprit tranquille que mon setup il est parfait, puis que je suis en contrôle sur à peu près tout. T'sais. Ah, c'est drôle de mentionner les aérobars parce que j'avais oublié que j'avais jamais pris d'aérobars avant ma première rack. D'où probablement mon excitation d'aller aussi vite. J'étais comme, wow, aéro! Mais ouais, j'avais jamais essayé, puis c'est fun, ça donne mal dans le dos quand t'es pas habitué. Ben ouais, puis même fais des descentes avec un aérobord, prends des virages avec tes aérobars si t'es pas à l'aise. Mange avec des aérobars. Ouais, c'est ça, Mais juste mange avec des être dans aérobars, les fais tout ça. aérobars, là, je veux dire, je pense qu'il y a une couple de personnes qui, s'ils font pas le test, ils vont faire le saut, là, parce que ça faisait longtemps que je faisais du bike, mais je suis pas sûr que tout le monde, la première fois qu'ils sont dans des aérobars, sont à l'aise. Je pense que Non, puis c'est ça change le la position deuxième. sur ta selle. Ouais. Tu peux avoir mal au cul parce que ta selle, t'es plus au même endroit, puis tu as des points de pression qui sont différents. Donc, je pense que l'ultra, c'est 70% de préparation matérielle, puis stratégique, puis tu as 30% de physique, là, d'entraînement physique. Parce que tu peux être le plus entraîné possible physiquement si tu gères mal ta nutrition, tu gères mal ton effort, tu gères mal ton repos, ton matériel et tout, bah finalement ça a servi à rien. Puis c'est ça qui est beau dans ce sport-là, c'est que c'est pas nécessairement le plus fort qui gagne, c'est la personne qui a vraiment couvert toutes les spécificités là. Ouais. Puis il y a 2 trucs importants à se dire. Tu peux pas t'entraîner à pas dormir, c'est un mythe. Ouais. Faut que tu sois en conscience de c'est quoi tes besoins de sommeil dans un événement. Parce que tu peux pas dire ah, mais les 4 semaines avant, je vais pas bien dormir. Non, non, la science, c'est quand tu tapers avant ton événement, tu es mieux de dormir 12 heures par nuit que de dire ah, mais je vais m'entraîner à dormir 3h52 parce que je vais faire ça pendant la course. C'est la bullshit. Dors autant que tu peux en préparation, mais quand tu fais des sorties, fais-toi des sorties de nuit où tu nappes un 20 minutes à 2 heures du matin pour voir dans quel état tu te réveilles, mental et physique, parce que tu ne repartiras pas à la même vitesse. Ton corps va être tout mélangé. Sois connaissant de cette situation-là, mais tu ne peux pas t'entraîner à ne pas dormir. D'ailleurs, pendant ta course, c'est mieux de dormir 3-4 heures par jour que de dormir 20 minutes par jour puis rouler plus tranquillement. La science, elle est prouvée depuis. Donc, ça, c'est super important de faire ça. Et j'oublie mon autre point. Mais bref, le sommeil, c'est vraiment un truc qu'il faut pas cheap out en récupération. Il faut vraiment comprendre c'est quoi le contrat dans lequel tu t'embarques avec ton corps parce que tu vas le pousser à sa limite. Ah oui, puis le deuxième point, des downs, ça va arriver. Les gens qui disent qu'ils sont tout le temps heureux, c'est des menteurs, c'est impossible. Tu vas avoir des moments où tu vas te dire hostie, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Dans quoi je me suis embarqué? Mais il faut que tu fasses une thérapie instantanée, puis dans 20 minutes, ça va aller mieux parce que tu vas manger quelque chose qui te donne du plaisir ou tu vas avoir vu quelque chose qui est cool et tout. Mais les downs, les moments de noirceur, les moments de difficulté font partie de l'aventure et c'est juste normal. C'est juste qu'on est habitué d'être dans une société où on veut toujours le bonheur rapidement, on veut toujours avoir le nanan, puis on a un peu Ça se programmé mérite. nos cerveaux. Ben non, mais tout à fait. Puis on s'est tellement intoxiqué à ça
qu'on a un peu reconnecté notre cerveau différemment. Et quand tu fais de l'ultra, ben, tu reviens un peu à ce qu'un explorateur du 16e siècle vivait ou c'est quelqu'un qui fait de quoi de super hors norme va faire. Mais c'est vraiment important de comprendre ça, que tu revis peut-être quelque chose de normal à avoir des gros et des gros bas et c'est pas. T'as pas le temps de t'acheter quelque chose sur Internet ou de fumer une cigarette ou des. Tu sais, c'est là où tu dois t'auto-suffire dans la dopamine. Et tu sais, on est dans une société où la dopamine, elle arrive très rapidement, très souvent. Et là, des fois, ton GPS te dit que tu as 50 km de ligne droite à faire avec un verre d'en face. Je peux te garantir que ta dopamine, elle ne sera pas très haute pendant un méchant bout. Fait qu'il faut t'apprendre à te cadencer dans cette situation-là et de faire 1 kilomètre à la fois. Good. Ben, hey les boys, je pense que c'était un méga bon podcast. Je vous remercie beaucoup. Puis c'est tous des bons conseils, puis ça va être un excellent épisode pour tout le monde qui veut se préparer pour votre épreuve ou n'importe quelle autre épreuve. Je pense que ça faisait pas mal le tour. Je sais pas si vous vouliez. Ah, attendez. Moi, j'ai des questions. Le Nordé revient-tu sur le 300 puis le 500? Non, pas cette année. Le 500, je pense que ouais, mais pas sur le 300. Mais le 300 a quand même plus de dénivelé, donc il y a des petites surprises qui Plus de attendent les gens. dénivelé, mais pas de Nordais. Ouais, ouais, fait que tu peux Ouais. imaginer le truc. Ouais. Par où on Une part, petite c'est ça, montée le surprise. mystère. Ah, mystère et boule de gomme. Ah, ben j'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Faut arrêter de stresser. Le Nordais, c'est genre 8 buts qui se suivent. Hein. Moi, C'est pas. j'adore le Nordais. C'était mon moment préféré. Mais Dans ma oui, tête, c'est comme on arrivait au Nordais, peu importe par où on passait. Dans ma tête, c'était à peu près la moitié, on rentrait à la maison, tu sais. Il n'y a pas de char. Tu sais, tout était beau. Tu sais que d'un bord puis de l'autre, je pense que t'avais ski garçon avant, puis l'autre bord, t'as la piscine Ouais. municipale de Lac-Supérieur. Tu sais, comme, il n'y en a pas de problème. On dirait que sur le Nordais, c'est comme paisible. C'est la paix d'esprit totale. Fait que c'est pour ça que j'adorais passer par là. mais la pire côte, c'est celle après Saint-Sauveur. Là. Ah, au Mont-Avila. Ouais, Mont-Avila, t'as genre un 4 km à peu près de montée, là, puis là, elle te casse les jambes parce que t'es rendu au kilomètre 200, C'est raide. 200 quelque chose, là. Ça, c'est la pente qui. Puis t'as pas mal, t'as quelques kickers après à 18-20% en plus, t'as des up and Ouais. down après ça, mais celle-là, je pense que c'est celle qui fait le plus mal aux gens. Les gens débarquent souvent pour marcher dans cette côte-là, dans la rack. C'est comme le classique. Mais je sais qu'en 2024, elle m'avait tellement fait chier. Puis tu sais, c'est sûr que là, c'était mon bout à 23 km/h après avoir genre été très vite auparavant. Que l'année passée, quand je passais dedans, j'étais comme, hey, c'était facile finalement. Tu sais, j'avais tellement un souvenir désastreux que genre l'année passée, j'étais comme, ah, il n'y a rien là. Ah, t'étais pas dans le même mood. Ah, j'étais pas dans le même mood l'année passée que l'autre année d'avant. Là. Faudrait se faire un t-shirt avec ta première arrivée l'année passée. C'est quand même Deuxième c'est deux arrivée l'année salles. passée, tout heureux. Là. Hey, la vie est belle, tout le monde, je m'en vais à la bière. L'autre année d'avant, c'est comme je veux Tu découper le t'es bicycle. sauté. Là, tu fais la 500 cette année, JP? Faut que je parle avec Chrono, mais on s'en OK. reparle. On s'en reparle. Parfait. Excellent. Bon ben, hey, un gros merci les boys. Puis Merci. Merci, on se reparle merci. sous peu. On s'en reparle. Tu vas Merci graver beaucoup. Musa? Oui, ça va être intéressant pour les gens qui l'écoutent dans le futur. On s'est rendu compte qu'il y avait 25 mm de pluie qui nous attendait. Ah, c'est demain. 25. J'ai même pas regardé la météo, mais. Ouais, Ah ouais, puis toi, tu y watchez, hein, vas-tu? Tu y vas-tu, Jesse? Ouais. Avec C'est mes ça. peu de gravel slick. Moi aussi. Ça va être intéressant. Mais hier, j'ai été chez TechnoSick pour les faire changer parce que je me suis pogné un doigt entre la jante puis le pneu. Puis en tout cas, genre, j'ai de la misère avec mon doigt, j'ai plus de force. Fait que j'ai été pour me faire monter mes pneus. Puis Pierre, je sais pas si tu le connais, Pierre de Brouillé. Ouais. Ah ouais. Il m'a dit, ah non, mais hey, c'est pas la même gravelle là, dans le canton de l'Est. T'es correct en slick, là. Puis Vous là, avez, fait que là, vous avez vu le parcours? ben c'est ça, là. Un matin, j'ai regardé le GPX, puis je me suis dit que j'aurais peut-être dû mettre quelque chose d'un peu plus mordant, là. Ouais, je pense que la vitesse moyenne va être moins haute cette année que l'année passée. Puis c'était, ouais. Mais bon, hein, on est là pour l'expérience, puis on va y aller un coup de Yes. pédale. Au moins, ils en ont chaud. Ouais, c'est ça. Ça va être Genre, il fait une froid pluie avec la tropicale. pluie, c'est moins pire que quand il fait 15 avec la pluie, mettons. C'est moins bien qu'il fait 5 avec de la pluie aussi. Ça, Moi, j'ai hâte. J'aime ça, la pluie.
J'aime ça la pluie en gravel. Moins sur la route, mais en gravel, c'est nice. On va être dégueulasse. C'est la pluie. En toute honnêteté, là, tous les Français sont comme c'est cool la pluie. Je suis comme. Parce qu'il n'y a pas d'eau en France, c'est un t'es pays en content d'aller développement. rouler sous la pluie, t'as 50% de gagné par rapport aux autres qui sont comme ah Chris il pleut, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Oh, mais je suis sûr que je vais avoir du fun pareil. Le 140 va être rough, mais on va avoir du fun. Mais oui, ça va être cool. Bon, messieurs. Allez, Merci salut. encore. À bientôt. Bye. Ciao. Bonne journée, Bye. salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, je tiens à rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous avez apprécié le contenu, je vous invite à vous abonner et à laisser une note, idéalement 5 étoiles. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!